Bonjour tout le monde. Bonjour Malik. Ramzi. Oui, Adel. Bonjour Adel, Bonjour. bonjour tout le monde. Bonjour tout le Bonjour monde. professeur Saïdi. Bonjour professeur. Alors, aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter un webinaire sous le thème de mycose vaginale. Alors, Infamidis a l'honneur de vous présenter les mycoses vaginales sous la présence de Monsieur Dr Saïdi. Donc, en la présence de nos délégués, bien sûr, toute la force de vente Infamidis gamme Urogénico est là. Et voilà, je vous souhaite une bonne audition et à très bientôt. Merci Malik. Avec Saha. Merci, Donc, Malik. bonsoir tout le monde. Je remercie l'ensemble des participants d'être présents là parmi nous. Je remercie également professeur Saïdi pour sa présence, pour sa disponibilité. Mon collègue Ramzi Mallem, le chef de produit gamme Urogénico, et bien sûr Malik, le superviseur national de la gamme Génico. Donc, nous allons parler un peu du déroulement du webinaire. Nous allons commencer d'abord par une vidéo institutionnelle rapide présentation des laboratoires Infamidis. Après, on passera à la communication avec professeur Saïdi. Et à la fin, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions au prof. Donc, toutes vos questions sont les bienvenues. Donc, je vous dis bon webinaire. Je passe la parole à mon collègue Ramzi Mallem aussi. Par la présence, je voudrais aussi remercier tous les participants d'avoir répondu présent à notre invitation. Et je vous souhaite la bienvenue à cet webinaire qui sera présenté par professeur Saïdi. Et je remercie mes collègues Adel Ben Taleb, Malik, superviseur national gamme Urogénico, et l'ensemble des collaborateurs, nos délégués et notre force de vente réseau Urogénico, et bon webinaire. Merci Ramzi. Donc, nous allons procéder à la vidéo institutionnelle.
bonsoir tout le monde. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole au professeur Saïdi pour la présentation. Et je vous rappelle que vous pouvez intervenir via vos messages, vos questions sur la rubrique chat. Et nous allons essayer, Inch'Allah, de répondre à toutes vos questions. Bon webinaire et bon courage. Donc, bonsoir, chers consoeurs, chers confrères. Donc, je me présente, c'est Dr Saïd SIF, maître assistant, médecin-chef à l'EHST du Maroc. Je tiens à vous remercier tous les participants présents aujourd'hui pour m'écouter et que j'espère vous apporter un plus, donc, ainsi qu'en médecine générale, d'où l'intérêt de ce topo. Dans l'intitulé de ce topo est les candidoses vulvo-vaginales et conduites à tenir. Donc, on aura comme objectif à la fin de cette présentation, on sera en mesure de mieux identifier les facteurs de risque, à assurer une meilleure prise en charge, suggérer des mesures préventives et éviter les récidives. Prochaine. Donc, on aura comme un plan de travail pour commencer une introduction, une épidémio, microbiologie, la physiopathe, le diagnostic et enfin, c'est le traitement. Donc, comme définition, les mycoses génitales sont des affections fongiques dues à des levures du genre Candida. Ce sont des organismes saprophytes. Ils peuvent être commensaux, sabiotes, mais aussi des parasites pour l'espèce humaine. Les pathologies liées à l'ovure sont déjà décrites depuis l'Antiquité. Hippocrate a déjà décrit les candidoses buccales au VIe siècle. En 1839, l'espèce pathogène Candida est décrite par Langenbach. En 1939, Burkhardt propose le nom de Candida albicans pour différencier les espèces des levures provenant des pourritures de fruits, des levures retrouvées chez l'homme. C'est à partir de 1950 que le nombre de candidoses augmente du fait de l'utilisation des antibiotiques. D'accord. Donc, comme épidémie, déjà, 75% des femmes ont au moins une candidose dans la vie. 45% auront au moins une fois une récidive. 5% développeront une forme résistante avec 4 récidives. Donc, il y a aussi 20 à 50% des femmes sont des porteurs sains. 85 à 90% des mucoses vaginales sont dues au Candida albicans. La symptomatologie, elle est beaucoup plus liée à la concentration en Candida. D'accord? Donc, prochain slide. La microbiologie, donc, le Candida albicans représente déjà 85 à 95% des infections vaginales. Les autres beaucoup plus rares que les albicans, avec surtout le Candida glabrata qui présente 10%, suivi ensuite du Cruzi et du Parapsilosis. À noter que les blastospores sont responsables de la transmission vaginale et de la colonisation asymptomatique. La physiopathologie, donc le Candida albicans est un commensal exclusif des muqueuses. On le trouve jamais dans la peau saine. Donc, à l'état commensal, il se trouve dans les voies digestives, les voies aériennes supérieures, urinaires, à l'exception du Candida tropicalis exclusif qui proviennent du milieu extérieur. Les candidoses génitales, donc, résultent de la prolifération des espèces tropicales en présence de facteurs de risque.
elles peuvent, elles peuvent être des infections opportunistes superficielles. Donc, il se résume aux moyens de défense. Pardon, slide. Donc, la physiopathologie se résume aux moyens de l'hôte et les facteurs de virulence des levures. Les défenses de l'hôte est constituée par la flore commensale, la muqueuse vaginale, le système immunitaire. Les facteurs de virulence de levure du candidat sont dus à l'adhésion des tissus épithéliaux et à la pénétration de l'organisme. Donc, la flore commensale joue un rôle protecteur important. D'accord. Donc, tout élément susceptible de modifier cette flore peut être considéré comme un facteur de risque de développement et doit être évité. À l'inverse, tout élément favorable au développement de cette flore protectrice doit être recherché. Il s'agit essentiellement de la flore de Doederlein, qui représente la flore bactérienne dominante et spécifiquement adaptée au milieu vaginal. Les caractéristiques de cette flore est majoritairement constituée par ces lactobacilles. Mais on retrouve de façon sporadique les germes anaérobies, les entérobactères, les levures. Comme vous le savez, sous l'influence des oestrogènes, les glandes vestibulaires, ou qu'on appelle les glandes de Bartholin, vont libérer du glycogène, ensuite transformé en acide lactique par les bactéries commensales de la flore vaginale. Le pH normal du vagin est donc naturellement acide. Il se situe entre 3,8 et 4,4. L'acidité vaginale protège l'appareil génital féminin des infections. Allô, vous m'entendez? Parmi les moyens de protection de cette flore, c'est la sécrétion de bactéricides, de bactériocines. Les bacilles de Doederlein sécrètent des bactériocines. Ce sont des dérivés protéiques qui se fixent sur la membrane cytoplasmique du germe, la déstabilisent, forment des spores et provoquent la destruction des germes. Il y a la production de biosurfactants. Donc, certains lactobacilles produisent des biosurfactants et empêchent les germes pathogènes d'adhérer à la muqueuse. La coagrégation avec les souches pathogènes empêche l'adhésion à l'épithélium vaginal. La formation d'un biofilm de lactobacilles adhère à la paroi vaginale et cela crée un biofilm jouant le rôle de barrière. Les lactobacilles transforment donc, comme on l'a déjà dit, transforment le glycogène provenant des cellules de l'épithélium vaginal en acide lactique et maintient le vagin en un pH acide. 3,5, 4,5 à peu près, permettant de diminuer la prolifération de certaines bactéries. Les candidats se développent en milieu acide, leur prolifération donc n'est pas inhibée par ce mécanisme. Donc, ce mécanisme ne protège pas vraiment contre les mucoses. Le deuxième élément de protection, c'est la muqueuse vaginale, qui constitue une barrière mécanique efficace. Tout facteur pouvant altérer l'intégrité de la muqueuse vaginale favorise la croissance fongique. L'inflammation se déclenche lorsque le champignon réussit à franchir la barrière épithéliale. D'accord? Et produire la symptomatologie. Finalement, le système immunitaire, donc les premières cellules immunitaires à intervenir, c'est les polynucléaires neutrophiles attirés par chimiotactisme.
Puis, en général, ils phagocytent les levures et les détruisent. Donc, ils ont une activité fongicide. Ils peuvent aussi exercer une activité fongistatique. Il est supposé que l'activité des PNN est dépendante du zinc. Donc, le zinc, il est important. Il est certain que le PNN joue un rôle déterminant dans la défense contre les mycoses, vu la gravité de l'infection fongique chez les neutropéniques. Dans un second temps, interviennent les monocytes, les macrophages et enfin les anticorps de type immunoglobuline A. Ils diminuent l'adhérence des candidats sur les cellules. Le déficit en lymphocytes T entraîne une candidose chronique. Elle est souvent observée chez les patients atteints du sida. D'accord? Donc, c'est l'infection. Les facteurs de virulence. Les facteurs de virulence des levures du genre Candida, donc, ils commencent par l'adhésion aux tissus épithéliaux qui se fait par la présence de récepteurs protéiques sur la membrane de la levure qu'on appelle les adhésines. Les lésions épithéliales induisent une réaction inflammatoire et la formation de fibrine. C'est cette fibrine qui facilite l'adhérence des candidats aux tissus épithéliaux. D'accord? Et la pénétration, puis vient la pénétration dans l'organisme, la sécrétion d'enzymes de dégradation tissulaire telles que les protéases et les phospholipases vont augmenter la virulence des candidats. Ces enzymes vont dégrader les tissus épithéliaux de l'hôte et favorisent l'invasion des levures. Le passage de la forme levure à la forme filamenteuse ou encore la forme chlamydospores sont encore d'autres facteurs de virulence facilitant la colonisation des hôtes. La source d'infection, il existe 3 sources d'infection. Le réservoir intestinal est la source de la première infection. Source controversée dans la récidive, sachant que le candidat ça profite, fait partie de la microflore normale du tractus digestif, réservoir de dissémination. Par contre, la transmission sexuelle, il y a peu de risques de transmission pénis-vagin. C'est surtout le contact anogénital ou orogénital qui peuvent transmettre l'organisme. 20% des partenaires souches sont positifs sur le pénis. La récidive vaginale, on constate que 20 à 25 sont à nouveau positifs 30 jours après le traitement. Les facteurs prédisposants, les mucoses sont des infections. Les mucoses sont des infections opportunistes dont il faut absolument rechercher les facteurs favorisants et supprimer ainsi afin d'éviter au mieux les récidives. Les facteurs de risque sont nombreux et sont souvent la cause de récidive. Les premiers, il s'agit de facteurs physiologiques, la iatrogénie médicamenteuse, les facteurs environnementaux. Par exemple, les nouveau-nés, du fait de l'immaturité de leur système immunitaire, les personnes âgées qui sont fréquemment immunodéprimées, les personnes atteintes de déficit immunitaire, sida, hypococcisme, etc. Le diabète, l'hyperglycémie augmente la charge glycogénique de l'épithélium vaginal, ce qui apporte le sucre nécessaire à la prolifération des candidats et peut également entraîner un déficit immunitaire. Les règles, la grossesse, la ménopause aussi modifient l'imprégnation œstrogénique. Cela peut diminuer le développement de la flore protectrice d'Oderlein. L'alimentation a un impact sur la prolifération des levures. Ben oui,
Les carences nutritives induisent des dysfonctionnements du système immunitaire, notamment les carences en fer, en zinc, en B6, folate. À l'inverse, l'excès d'apport alimentaire allant jusqu'à l'obésité est responsable de dysfonctionnement du système immunitaire. L'iatrogénie médicamenteuse, les antibiotiques, en particulier les macrolides, les tétracyclines, les ovules antiseptiques détruisent la flore vaginale protectrice. Les immunosuppresseurs, la chimiothérapie, la contraception hormonale modifie la concentration en œstrogène. Les spermicides déséquilibrent la flore protectrice et peuvent donc donner des mucoses. Le stérilet et le diaphragme augmentent le risque de candidose. D'accord? Par adhésion aux parois de dispositif, et donc il forme un biofilm et résiste aux défenses immunitaires. Les facteurs environnementaux, la chaleur et l'humidité, qui sont des facteurs très favorables au développement des candidats. Le port de vêtements serrés ou synthétiques favorise la transpiration. L'excès d'hygiène aussi entraîne la destruction de la flore protectrice, ce qui favorise l'apparition d'infections. À l'inverse, une hygiène aussi insuffisante favorise les mucoses, les protections hygiéniques portées trop longtemps et les tampons favorisent la macération, les traumatismes, et le chlore, le parfum aussi peuvent modifier l'écosystème vaginal. Le diagnostic. Le diagnostic des candidoses vulvo-vaginales, l'interrogatoire. Il faut rechercher les problèmes liés aux pertes, aux démangeaisons, aux irritations, aux douleurs, à la sensation brûlante, la durée, les épisodes antérieurs, l'utilisation de médicaments, la stratégie d'auto-soin, l'hygiène intime, de même qu'une anamnèse sexuelle, sont essentiellement pour déterminer l'examen nécessaire et les options thérapeutiques. L'autodiagnostic de vaginite en cas de nouveaux problèmes vulvo-vaginaux n'est pas fiable. Toutes les femmes qui présentent des problèmes vulvo-vaginaux doivent faire l'objet d'un examen clinique pour exclure une éventuelle pathologie sérieuse, à savoir un examen de la vulve, du périnée en cas de soupçon de MST, d'infection ascendante. Donc, il faut également un examen au spéculum, un toucher vaginal et un examen de l'abdomen bimanuel. D'accord? Les candidoses, donc la symptomatologie, elle est peu spécifique. Classiquement, on retrouve 3 symptômes. Le prurite qui est intense et permanent, les brûlures vulvaires et mictionnelles, les dyspareunies avec une sensation de brûlure après les rapports, donc chez l'homme. D'accord? À l'examen clinique, une augmentation aussi des plaintes en prémenstruel. À l'examen de la muqueuse, on observe des leucorrhées blanchâtres et grumeuses d'aspect crémeux ou d'aspect de lait caillé. Pas d'odeur. La muqueuse présente un œdème, érythème accompagné d'enduits blanchâtres. Des lésions de grattage peuvent être parfois observées. Des plaques érythémateuses et squameuses peuvent se développer sur les plis inguinaux et le périnée. Une candidose intestinale est souvent associée. Celle-ci devra être traitée afin d'éviter les récidives.
Les pathologies bénignes, c'est une pathologie, c'est une pathologie bénigne, mais dont les symptômes restent très invalidants. Le tableau clinique diffère en l'absence d'imprégnation hormonale chez l'enfant. En général, c'est un tableau de vulvite à départ de plis. Par contre, en imprégnation hormonale, c'est le tableau en général d'une vulvovaginite. D'accord. Les examens complémentaires. Donc, l'examen complémentaire, l'examen microscopique ferait un diagnostic microbiologique est utile en cas de lésions cliniques atypiques. Donc, on a recours à aux examens complémentaires si, par exemple, les lésions cliniques sont atypiques ou bien récidivantes ou résistantes au traitement antifongique, ou bien chez les patients immunodéprimés. Donc, le prélèvement doit se faire, bien sûr, à distance de tout traitement antifongique par échantillonnage. L'examen direct du prélèvement au microscope peut se faire à l'état frais dans un liquide coloré. D'accord? Dans un sérum physiologique stérile ou bien après coloration. Donc, en général, il est fiable pour confirmer le diagnostic de candidose vaginale. S'il est négatif, on passe à la culture sur un milieu de culture classique, mais au mieux un milieu de saboureau. D'accord? L'identification d'une levure est déterminée à partir d'une colonie bien individualisée, enfin en fonction des caractéristiques. L'évaluation de la sensibilité aux antifongiques, donc un antifongiogramme. La mesure du pH vaginal exclut une vaginose bactérienne ou à trichomonas quand elle est inférieure à 4%, et le test aminé, il est négatif. Lorsqu'il est positif, et c'est beaucoup plus une vaginose bactérienne. D'accord? Donc, le diagnostic passe par un examen microscopique, puis à en résumé, l'adjonction de sérum physiologique, un pH normal, il faut un test au potasse négatif et une culture positive. Maintenant, on classifie la classification de la sévérité de la vaginite. C'est important. Donc, la vaginite non compliquée. Les symptômes sont en général légers à modérés, avec moins de 4 épisodes par année, avec une microscopie positive. D'accord? Femmes non gravides et bien sûr en santé. Donc, les vaginites compliquées, on parle de vaginite compliquée si les symptômes sont modérés à sévères ou devant une suspicion ou confirmation de souche non albicans ou bien devant un diabète mal contrôlé, une immunosuppression, une grossesse. On parle de vaginite récidivante si on a au moins 4 épisodes ou plus en un an. D'accord? Le traitement, c'est en fonction de la sévérité, bien sûr. Donc, le traitement, les moyens thérapeutiques, donc les principaux antifongiques sont les azolés. Les azolés sont les médicaments de première intention pour traiter une infection fongique et sont des antifongiques à large spectre d'action. Ils se caractérisent par leur noyau azolé. D'accord? Celui-ci peut contenir ou bien 2 atomes d'azolé. Ce sont en général les imidazolés, ou bien 3 atomes d'azote, ce sont les triazolés. Par exemple, le fluconazole. D'accord? Donc, la présence d'un noyau triazolé
permet d'augmenter la spécificité d'action, d'accord, et de l'antifongique, et présente une meilleure tolérance. Donc, on préfère les triazolés, d'accord. L'inhibition, d'accord. Les imidazolés sont bien absorbés par voie orale, mais ils sont hépatotoxiques. De plus, ils interagissent avec de nombreux autres médicaments, ce qui rend leur utilisation limitée. D'accord? Le mode d'action. Donc, le mode d'action, les dérivés imidazolés sont des inhibiteurs de la synthèse d'ergocétrol, l'un des constituants de la membrane cytoplasmique fongique. L'ergostérol contribue à la fluidité et au maintien de la membrane plasmique des cellules fongiques. Donc, l'inhibition de cette enzyme entraîne un ralentissement de la croissance des cellules fongiques. Les antifongiques au noyau triazolé donc présentent une plus grande affinité et donc une augmentation de l'efficacité de ces antifongiques. D'accord? C'est les différents azolés, donc local. Il y en a beaucoup. Les azolés utilisés, comment dirais-je, par voie générale, le fluconazole et l'itranazole. D'accord. Donc, le traitement local, donc le traitement des candidoses vaginales non compliquées. Le traitement des candidoses vaginales non compliquées, même efficacité pour traitement oral ou traitement local. Donc, le traitement des, vous m'entendez? Le traitement des candidoses vaginales non compliquées, donc même efficacité pour le traitement oral que le traitement local. Le choix sera en fonction de la situation. D'accord? S'il est sévère, on fait pendant 7 à 10 jours, oral répété 3 jours plus tard, donc à J4 et J7. D'accord? Pour le traitement des candidoses vaginales récidivantes, donc pour le traitement des candidoses vaginales récidivantes, toujours confirmé par une culture pour identifier le type du candidat. Contrôle initial de l'épisode en cours, donc 150 mg de fluconazole tous les 72 heures, 3 doses au total, d'accord? Ou un azolé par voie locale pendant 10 à 15 jours. Donc, il convient d'initier un traitement d'entretien par 150 mg de fluconazole une fois par semaine pendant 6 mois. Parce que plus de 50% de récidives si pas de traitement d'entretien, d'accord? En guise d'alternative, un traitement quotidien avec 50 mg de fluconazole ou bien 100 mg d'itraconazole, un traitement topique intermittent également pendant 6 mois, mais en alternative, d'accord? Le traitement des candidoses vaginales récidivantes, donc, si l'infection à candida n'est pas sous contrôle, après un traitement initial et un traitement d'entretien, il convient de revoir le diagnostic. Si la souche non indiquant, un antifongical est requis. D'accord? Le traitement des candidoses vaginales récidivantes, donc un traitement initial, donc on fait du fluconazole, un comprimé tous les 72 heures, 3 doses au total. Puis on peut faire un traitement prophylactique 150 mg une fois par semaine pendant 6 mois. D'accord? Le traitement des candidoses vaginales compliquées, c'est traité par un régime intensif, c'est-à-dire un fluconazole 150 mg en péros, J1, J3 et J7 ou 7 jours ou plus avec un antifongique vaginal suivi d'un traitement préventif pendant 6 mois.
D'accord? Les formes albicans résistant rarement aux azolés, un antifongigramme à faire si récidive pendant la thérapie. Donc, le Candida glabrata résiste aux azolés. Les options thérapeutiques en général sont limitées. Une capsule d'acide borique 600 mg intravaginal pendant 2 à 3 semaines. Si échec, il peut être utile d'orienter la patiente vers des secondes lignées de soins, à savoir la flucytosine à 17%. Le traitement des formes résistantes ou les formes non albicantes, donc le Candida krusei, il est résistant au fluconazole, là, mais il répond aux azolés topiques, il répond à la kétoconazole, mais il est hépatotoxique. Pendant la grossesse, il est possible de traiter la candidose symptomatique pendant la grossesse avec des imidazolés locaux. Un traitement unique est moins efficace que les traitements étalés sur 7 jours. En cas d'échec des traitements locaux, le fluconazole par voie orale a une prise unique. D'accord? Les interactions médicamenteuses, le traitement local constituant d'ovules ou crème, efficacité des préservatifs diminue, traitement oral, donc l'absorption avec repas, il faut, avec l'itraconazole, il faut l'absorption avec repas ou boissons acides. Les contre-indications absolues sont le cisapra, le prépulside. D'accord? Et en plus, pour l'itraconazole, euh, euh, les mesures associées, les patientes ayant une vaginite récidivante au candida, par exemple prise d'antibiotiques, peuvent tirer profit de l'initiation rapide d'un antimycosique, d'accord, oral. Une prescription différée, c'est-à-dire que la patiente se procure le médicament uniquement en présence de problèmes. Le suivi de mesures et pilules œstroprogestatives et qui souffrent d'infections récidivantes aussi peuvent envisager d'adopter leur méthode de contraception. Les mesures associées, donc c'est pas une infection sexuellement transmissible, donc il n'y a pas de recherche des autres MST en l'absence de comportement à risque. Donc c'est partenaire asymptomatique, pas de traitement symptomatique, c'est le traitement local. Conseil pour éviter les récidives, donc il faut éviter la macération, éviter les vêtements trop serrés, les matières synthétiques, séchage après chaque douche et port du coton, éviter les bains et limiter les sorties à la piscine, conseiller le gel antiseptique pendant les périodes à risque à base des extraits de thym à l'action d'antiseptique ou de la sauge au... Allô? Oui, c'est bon, on t'entend. C'est bon. Donc, conseiller le gel antiseptique pendant les périodes à risque à base des extraits de thym à l'action d'antiseptique et les sauges aux propriétés antiprurigineuses et décongestionneuses. L'excès d'hygiène est problématique et à éviter. Ne pas utiliser de savon et de gel de douche. Il faut utiliser un savon à pH neutre ou alcalin. Le pH acide favorisant le développement de candida. Comme conclusion, ne jamais traiter sans examen clinique.
connaître les différentes formes d'infection et leur traitement, confirmer votre impression clinique par un examen à l'état frais ou culture en labo, ne pas toujours se fier aux symptômes exprimés par la patiente. Et finalement, bien traiter les femmes souffrant de vaginite doit être un enjeu primordial. Les petites maladies comme les vaginites sont souvent mal pris en charge en raison de notre indifférence, notre manque d'écoute et d'intérêt. Et merci pour votre attention. Bon, si c'est terminé, on peut passer, aux questions, s'il vous plaît. Donc, si j'ai bien compris, pour le traitement des mycoses rebelles, c'est la voie orale. Il y a une question qui a été posée par Benhamed Meriem. Donc, Oui. elle dit que vous avez dit que la stérilité est un facteur de risque. Donc, vous parlez de l'hormonal, docteur. Non, non, le stérilet. Si le stérilet est un facteur de risque, je ne sais pas. C'est à nous de répondre. On commence par la première. Oui. Il y avait une question pertinente. Alors, je repasse sur la question. Le rôle du stérilet. Est-ce que Oui, voilà. Est-ce que le stérilet oui, est un facteur de risque? le stérilet peut augmenter le risque de candidose? Oui. Comment ça? Par adhésion aux parois de ces dispositifs, d'accord? Et former un biofilm et résister donc aux cellules immunitaires, d'accord? Donc, il peut augmenter le risque. Donc, si une femme présente une candidose avec un stérilet, on peut changer le... Mais ce n'est pas obligatoire, hein? Mais ce n'est pas obligatoire. Mais il peut augmenter le risque. Il peut augmenter le risque. Donc, si par exemple elle présente il faut insister sur les mesures hygiéniques, d'accord? Donc, si une femme qui porte un stérilet et il y a une augmentation de risque, donc pour le diminuer, il faut insister surtout sur les mesures et donc on peut éviter de ne pas enlever ce stérilet. D'accord, merci. Question. D'autres questions? Il y a Zakaria qui a posé la question. Il dit que est-ce que la dyspareunie est précoce ou tardive? Je te prends à la va-vite. Une femme à 22 ans a bénéficié d'un traitement à base de polygénax pendant 6 jours. Oui. Et je pense que c'est Dermofix en application locale avec Oui. Daquin à chaque toilette. Qu'est-ce que vous me conseillez? Donc déjà, il faut consulter. Ce traitement, est-ce qu'elle l'a prise tout seul ou elle n'a pas consulté normalement? Je pense qu'il n'y a pas eu de consultation, oui, je pense. Donc il y a un traitement médical, puis du Dermofix, c'est un traitement à base locale, et à la fin, une bonne toilette. Donc il faut consulter, il faut faire un examen clinique. Et puis, comme je l'ai déjà dit, donc il faut voir quels sont les signes cliniques. Elle consulte pourquoi? Elle n'a Pour pas des précisé, démangeaisons. elle n'a pas précisé, elle ne précise pas là, elle demande un conseil, juste un conseil. Ah, elle a dit D'accord. elle est enceinte à la 22e semaine. Ah, d'accord. Déjà, allô, vous m'entendez? Oui, on vous a... Donc déjà, elle est enceinte, ça augmente le risque de candidose et à cause de l'imprégnation hormonale. Donc, il faut insister sur les mesures hygiéno-diététiques, faire un examen complet et si elle remplit si elle a le tableau clinique ou bien, on peut traiter. D'accord? Donc, elle dit là, elle consulte pour un prérut et un œdème vaginal.
Donc, on peut lui donner du fluconazole, un comprimé, une prise unique et on est tranquille. D'accord? Est-ce que ça ne porte pas préjudice du moment qu'elle soit enceinte? Non, 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 puisqu'elle est symptomatique. Elle est symptomatique. Si elle n'était pas symptomatique, on ne traite pas. Mais si elle est symptomatique, on doit traiter. Très bien, D'accord? très bien. Donc, je pense que vous avez répondu à cette question. On prend une autre question. Ramzi, tu prends une autre question, s'il te plaît? Oui, Malek, normalement, il y a une question qui est pertinente posée Oui, par Gellati. d'accord. Donc, il dit à propos du traitement, est-ce que le fluconazole doit être toujours associé à des crèmes, par exemple le Mycoside ou... Bon, je pense qu'il n'a pas. Ramzi, tu répètes, je pense qu'il n'a pas écouté, hein. Je pense que Il y c'est a un une- problème de connexion Oui, oui, qui est apparemment. permanent, donc on attend donc qu'il reprend. Donc, Oui, et je pense qu'il nous rejoint. Il essaie de nous rejoindre. Allô? Oui, Vous oui, on est m'entendez? là, on est toujours là. oui, 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 on Oui, vous j'ai un problème de entend. connexion. Ok. Donc, je vais encore donc poser la question. Donc, il y a une question. Donc, Gilati il dit qu'à propos du traitement, donc est-ce que le fluconazole doit être toujours associé à des crèmes, docteur? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que donc le traitement à base de fluconazole, est-ce que toujours il doit À être base de associé à des crèmes? fluconazole, Est-ce qu'il doit être toujours associé à des crèmes? de préférence, oui, même s'il est efficace. Mais de préférence, on associe, hein. Très bien. Surtout si elle est sèche, d'accord? Alors, il y a une autre question. Est-ce que la mycose donne une rugosité des petites lèvres? Est-ce que la mucose, Cause ou donne une rugosité des petites lèvres? C'est-à-dire, quand on a une mycose, est-ce que ça donne une rugosité des petites lèvres? c'est-à-dire, oui, oui, peut-être, parfois, on va dire que c'est des symptômes satellites, d'accord? OK, Le symptomatologie, elle n'est pas toujours typique. Ça peut donner, oui. très bien. Une autre question? Une question qui a été posée par Zakaria, la dyspareunie est précoce ou tardive? Oui, c'est les deux, c'est les deux. Elle commence par être précoce, puis la symptomatologie devient chronique, elle devient tardive. D'accord? D'accord. Mais OK, au début, elle est précoce. d'accord. D'accord? D'accord. Alors, il y Il y a a une une autre. autre question. Oui, Vas-y, Malek, vas-y. vas-y, Vas-y, vas-y. Malek. Alors, il y Il a y a une une autre autre. question. La mycose est une cause de ramollissement du col. Est-ce que c'est une cause du ramollissement du col? Allô? Oui, oui, je vous entends. Oui. Alors, la mycose, est-ce qu'elle cause un ramollissement du col? Est-ce qu'elle cause Un ramollissement du un col. ramollissement du col? Du col, oui. Non, non.
Ok. Pas forcément. Une autre question, Ramzi? Normalement, on a fait le tour des questions posées par nos participants. Il y a une autre question posée par Shawqi Chalabi. MAP, c'est la menace d'accouchement prématuré. Oui. Donc, vous confirmez, c'est une menace d'accouchement. Allô? Dans une menace, est-ce qu'on doit traiter, c'est ça, hein? Non, non, est-ce que c'est une menace d'accouchement prématuré? Je n'ai pas compris la question. Ramzi, tu reprends? Mec, normalement, on a fait le tour. Donc, on a répondu pratiquement toutes questions posées par nos participants. Il y a aussi une question qui a été posée par l'Ossif Saif l'Islam. Il dit si les mycoses ne sont pas des maladies sexuellement transmissibles, pourquoi la majorité des gynécologues traitent le couple à la fois? J'entends pas. Certainement, c'est un problème de connexion. Je vous entends bien, docteur. Donc, Moi, je vous entends pas très bien. ça se coupe. Oui, ça se coupe. Ok. Allô? Oui, Oui, docteur. je vous entends, docteur. Apparemment, il a un souci de connexion. Oui, oui, Hmm. je confirme. Allô? Docteur, oui. Oui, Là, je vous Oui, entends. docteur. Je vais réactualiser la page, c'est pour ça. Voilà, quand ça bloque, vous Très dites bien. pour réactualiser. Mais j'ai pas entendu bien la question. Donc, je vais donc répéter la question. Il y a l'Ossif Saif l'Islam qui dit si les voilà. Non, c'est pas elle est rarement sexuellement transmissible. La transmission, elle se fait surtout par voie orogénitale ou bien anogénitale, d'accord? d'accord. D'accord. Ok. On traite seulement si le partenaire est positif, hein. Si le partenaire est positif, là, on doit traiter. On doit traiter. Très bien. Mais en général, non. Il y a aussi une question de M. Shawqi Chalabi qui dit Oui, est-ce que la mycose donne une menace d'accouchement prématuré? Est-ce qu'elle donne? Est-ce que c'est une menace Oui, d'accouchement prématuré? elle peut donner, pas rarement, mais elle peut donner. Elle Très peut bien. donner, mais rarement. d'accord, il y a une autre question. Si la mycose due au port de serviette hygiénique est associée à un purée très intense, suspectant un eczéma associé à la conduite, quelle est la conduite à tenir? Donc déjà, on fait l'éviction, les vêtements synthétiques et on traite normal, comme une infection. On n'a pas de récidive ou bien... Non, non, c'est dû au port de serviette hygiénique. Si la mycose, elle est due au port de serviette. Hmm. Mais
Donc déjà, il faut traiter, mais elle peut ne pas être candidose. Ah, il faut confirmer avec microscopie et tout. Mais toujours est-il, il faut mettre sous traitement comme et la traiter comme si c'est une infection, une candidose vaginale compliquée. Sinon, bon, un dernier mot. Donc, juste pour le... Allô? Oui, oui, on est là. Une autre question. Normalement, bon, alors un dernier mot si, pour clôturer, je sais pas, est-ce que vous avez un conseil à donner pour la prescription de la forme orale? On n'entend pas, hein? Le docteur, il a un sérieux Allô? problème de connexion. Oui, oui, Allô? on t'entend. Oui, on est là. Je vous ai pas entendu. Là, bon, on a fait le tour de toutes les questions. Bon, un dernier Oui. mot pour clôturer. Qu'est-ce que vous conseillez ou bien un conseil concernant la prescription par voie orale? Est-ce que vous virez par voie orale ou par voie ectopique? C'est à Ben, vous moi, de... j'ai toujours préféré la voie orale, surtout c'est pour l'observance des patientes. Mais toujours est-il, il faut voir selon le profil des malades et prescrire la meilleure thérapeutique. Mais ce que je demande, c'est toujours examiner la malade, confirmer le diagnostic et préférer et bien sûr traiter. Moi personnellement, je suis partisan de la voie orale parce que en général, elle est mieux tolérée et les patientes peuvent le procurer facilement. C'est tout. D'accord. Sinon, d'autres questions? Ramzi. Je pense qu'on a fait le tour, Malik. Ok. Donc, je tiens juste à rappeler l'ensemble des participants que la rediffusion ou le replay du webinaire sera disponible à partir de demain, Inch'Allah, sur notre chaîne YouTube des laboratoires Infamidis. Donc, vous pouvez revoir l'intégralité du webinaire après. Bon, alors pour moi, je remercie tous les participants d'avoir participé à ce webinaire organisé par le laboratoire Infamidis. Je remercie aussi toute l'équipe Infamidis de nous avoir la force de vente, des marketeurs qui sont présents, le directeur de la communication, de nous avoir soutenus. Merci beaucoup encore une fois et on vous dit à très bientôt. Merci, Malik. Merci à vous. docteur. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Mohamed, à tout le monde, à toute l'équipe. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci à toi, docteur, et bonne soirée. Bonne soirée.